Un guide religieux, avec lui aussi un titre de docteur honoris causa. Il est très rare d'en trouver certes sur la planète, mais heureusement le Sénégal en compte sur sa terre aujourd'hui. Mesdames et messieurs, docteur Ahmed Khalifa Niasse est notre invité dans Ultime Conviction. Bonjour, chers internautes de CNews. Bonjour également pour ce nouveau numéro. Bonjour, docteur, de nous avoir reçus chez vous. Bonjour et merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. On est là aujourd'hui. Il y a de cela quelques jours, la Oumma islamique avait célébré la naissance du prophète. Vous l'avez célébré ici. C'est un événement quand même également avec beaucoup de divergences sur le point religieux. Il y en a des écoles qui pensent que célébrer le Mawlud n'est pas une obligation ou bien même peut même aboutir à des punitions d'Allah. Aujourd'hui, vous, en tant qu'un homme de la science islamique, quelle est la réponse que vous faites de cette théorie? Oui, en islam, il y a aussi non seulement l'école de l'absurde, mais l'école des absurdes. Parce que le Coran a bien dit de la bouche de Jésus, je dois être glorifié le jour de ma naissance comme le jour de ma mort. Alors, si Jésus est glorifiable, comment est-ce que Mohammed ne le serait pas? Car dans notre pyramide, c'est Mohammed qui est au sommet. D'autre part, le Coran aussi dit bien, Dieu et ses anges prient sur Mohammed. Ô vous autres croyants, priez sur lui et donc invoquez pour lui la paix. Donc c'est l'ordre donné de Dieu. Oui, d'accord. C'est que la prière de Dieu, c'est une glorification. Le gamou, c'est une glorification. Mieux, ceux qui disent que c'est une bid'a, que ça a été créé après, du vivant du prophète. Il y a une qasida, d'ailleurs par laquelle notre très saint papa et oncle, Cheikh Ibrahim Niasse Baye, ouvrait le gamou. C'est une ode à l'endroit du prophète qui commence par Min Qabliha, qui évoque toutes les étapes par lesquelles le prophète est passé depuis avant même l'avènement des temps, avant le Big Bang. Okay. Et il évoque le prophète dans des termes. Et devant lui, c'était son oncle, le frère de son père, Abbas, qui a fait cette ode. Hassan en a fait. D'autres Sahaba ont glorifié le prophète de son vivant. Lui-même, et cela est attesté, vous pouvez me le vérifier sur Internet, le jour de sa naissance, il égorgeait une bête, quelquefois une chèvre, quelquefois un mouton, quelquefois un chameau, et partageait le repas avec ses amis, et il disait « Je suis né ce jour-là ». Cette divergence va même aussi sur le jour même de sa naissance, qui est célébré le 12 du mois Rabi al-Awwal en islam. Il y a également une discordance de dates. Les anciennes dates d'il y a 1000 et quelques ans, personne n'est jamais sûr de rien. Mais chacun essaie de se fier au plus fiable. Il y a une fiabilité pour Rabi parce qu'il y a des écrits. Et rien ne les contredit. Il y a un Rabi' le 11e jour et le prophète est né le 20 avril. Le 20 avril. Le 20 avril, c'est même dans Tahnet Rabi. Donc il est né le 20 avril qui correspondait en son temps. Bon, nous, on fête le côté... le côté lunaire, le mois lunaire, mais on peut aussi fêter le mois solaire. Oui. Ça ne pose pas de problème. Oui.
Alors, docteur, aujourd'hui, le Sénégal est témoin donc ce que vous avez comme connaissance aujourd'hui et également tout ce que vous représentez pour la Oumma islamique. Mais vos sorties sont souvent suivies de polémiques. Est-ce qu'aujourd'hui vous sortez de la même école que les oulémas sénégalais ou bien c'est juste une question d'entendement d'interprétation? Non, bien sûr que non. Ce qu'on appelle aujourd'hui oulémas, ce sont des gens qui ont absorbé tous les cris qui existaient il y a 3-4 siècles et qui étaient transportables. Parce que vous savez qu'il y a 4 siècles, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait pas de papier. Le Coran, comme d'ailleurs, si vous allez aujourd'hui au Caire, il y a là où se trouve le mausolée de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Donc, il y a un Coran là-bas, mais ce Coran, il prend à peu près la distance entre le caméraman et moi et sa hauteur. Et que personne ne peut prendre ce Coran-là, ne peut le transporter. Il faut qu'il soit transporté à dos de chameau, il y a beaucoup de dispositions à prendre. Les fascicules qu'on lit ici, comme Risala, comme l'Akhdari, comme Ibn Ashar, c'était colossal. Il pesait 1 tonne et plus. Donc personne ne pouvait prendre ces livres-là et traverser le Sahara avec. Les premiers qui étaient, les gens passaient par Kairouan en Tunisie et ramenaient 2, 3 ou 4 fascicules, quelquefois 1 fascicule. Même le Coran, on ne l'avait pas en entier. D'où... C'était pas tranche. Oui. D'où ce qui avait une tranche. On appelait cette tranche par son nom. Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne qui avait la Sourate al-Maïda. S'appelait Ndiogu. Et cette Sourate, jusqu'à aujourd'hui, s'appelle Ndiogu. Oui. Il y a la Sourate Youssouf, qui était détenue par un certain Bergane. Alors on dit Sarum Bergane. Alors, la différence. Donc, on n'avait pas le Coran en entier. Oui. On n'avait pas les livres, ce qu'on appelle les grands livres de référence. On ne les avait pas, on ne pouvait pas les avoir. Et mieux, l'islam est très jeune au Sénégal. En 1890, ça que je vous dis, vous pouvez le vérifier, sur les annales du Sénégal. 1890, c'est l'année où l'imam Moulay Yoff a attaqué la pierre sacrée des idolâtres à Pâle et qui s'appelait Mam Kantar. Lui-même, son premier acte a été d'attaquer cette pierre qui ressemblait tous les païens du Sénégal pendant presque 2 mois. C'était les anciens Gamou, les Gamou de Tchedo. Okay. Et donc c'est lui qui a cassé ça. Donc jusqu'en 1890, à plus de 95%, les Sénégalais étaient païens. C'était des Tchedo. Oui, c'était des païens. Oui. Parce que Tchedo, ça veut dire noir. Okay. Comme on dit les nègres. Ok. Bon. Donc, justement, je vais en venir par rapport... Avec les Sénégalais. Oui. Votre différence avec les autres oulémas que vous appelez qu'ils ont... Oui, d'accord. Quelle est votre différence aujourd'hui? La différence, c'est d'avoir eu accès aux livres auxquels ils n'avaient pas accès, eux. Dans les universités arabes, moi j'ai fait mes études secondaires et universitaires à l'université de Tunis. J'ai fait un peu quelque chose au Caire. J'ai même enseigné dans les universités libyennes. J'ai donné des cours dans des universités américaines. Et moi, j'ai à côté de moi l'histoire. Parce que quand je vois des choses, moi j'essaie de les coller à l'histoire. Savoir c'est quelle date, c'est quand. Donc, c'est simplement ça. Il n'y a rien d'extraordinaire dans tout ça. Okay. Mais les gens, quelquefois, entendent des choses qui n'entendent. Le discours change parce que le savoir n'est pas le même. On dirait que parfois que vous ne sortez pas, en tout cas, ce n'est pas le même islam, donc vous parlez même. Oui. Parce que tellement c'est nouveau les révélations que vous faites le plus souvent sur certaines pratiques islamiques. Oui, par exemple, quand je dis l'islam au Sénégal
il date d'il y a 200 ans et qu'avant 200 ans, l'islam c'était 1 ou 2% des gens, spécialement le Tekrour. Au nord. Au nord. D'ailleurs, les Sérères ont quitté, en 1088, ils ont quitté Attar, qui était leur capitale. Attar était une ville sérère. C'est là-bas que le roi sérère qui s'appelait Amakodou Famak a tué par une flèche empoisonnée le général des Almoravides qui s'appelait Aboubakar ibn Omar. Et qu'ils ont commencé à quitter. Donc entre Attar, 400 km au nord de Nouakchott, et Djahao, il y a après 1000 km. Et ils l'ont fait en 1000 ans. Donc 1 km par an, en fuyant l'islam. Aujourd'hui, ce qui construit le plus de mosquées dans le pays, c'est le signe. Partout où vous passez, il y a même des mosquées pas très espacées entre elles. L'histoire est en train donc d'être écrite par les Sérères pour avoir fui l'islam. Et aujourd'hui, ils sont islamisés jusqu'au bout des ongles, comme vous l'avez donc dit. Alors, sur des questions aussi politiques, vous avez un parti politique que vous nourrissez. Il y a aussi d'autres partis politiques dirigés aujourd'hui par les islamologues, tels que PUR, tels que PVD, tels que MRDS. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui à la réunification des forces? Justement, nous sommes en train de parler de ça, d'avoir un front. Nous, notre parti va aller aux législatives et nous allons partir avec une coalition. Vous allez partir avec une coalition? Avec une coalition. De partis politiques connus? Oui, de partis politiques. On ne peut pas encore les définir ou les nommer parce que ce n'est pas encore fait. Mais c'est en cours. Il y a donc une coalition. On peut attendre donc Dr Ahmed Khalifa Niasse aux législatives prochaines? Oui, absolument. Je serai peut-être tête de liste. D'accord. Sur le plan politique, on en reste, puisque vous êtes connu aussi par votre proximité avec des chefs d'État sénégalais, comme aussi sur le plan international. Le nouveau régime, il est là depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Est-ce que vous avez des contacts directs ou indirects avec ce régime? Non. Disons, j'avais de très bons contacts avec Sonko. Avant l'élection? Oui, il est venu chez moi, donc c'est attesté. Il est venu chez moi une fois officiellement et en grande pompe. Et vraiment, nous avons fait ce qu'il fallait faire pour un autre. Et il est revenu seul pour un tête-à-tête. Et j'ai pris plusieurs fois des positions pour qu'on n'aille pas plus loin. Parce que les gens allaient dans le sens de l'anéantir, peut-être même physiquement. Je ne peux pas l'affirmer, mais ça sentait cela. Bon. Il m'arrive aussi de le critiquer parce que gouverner c'est une chose, s'opposer c'est une chose. L'opposant n'a aucune responsabilité sur quoi que ce soit. Donc celui qui gouverne a toute responsabilité sur la plus petite chose. Et vous êtes de l'opposition? Oui, je ne peux pas être... Vous n'êtes pas dans la mouvance présidentielle? Je ne peux pas être dans une mouvance qui est arrivée au pouvoir par le sang. Alors, je ne le peux pas. Moralement, je ne le peux pas. Mais j'ai proposé au nouveau président de la République, Diomaye, quand il est venu à Kaolack, chez moi à Léona, Niassène, je lui ai dit, j'ai 78 ans, je n'ai besoin d'aucune nomination. Je ne cherche pas de l'argent. Quand on conduit une voiture qui peut coûter 1 milliard, qu'on est à l'aise, on ne cherche pas l'argent. Mais je me mets à votre disposition à chaque fois que vous avez un problème concernant le pays, je vous apporterai les solutions. C'est un peu confus, en tout cas dans ma tête, je ne sais pas pour ceux qui nous suivent, si vous dites que vous ne soutenez pas un régime qui est arrivé au pouvoir avec le sang et que vous êtes disposé à lui prêter main forte. Oui, oui. La première chose, c'est une question de morale politique et de morale tout court. L'autre est une question de patriotisme, parce que le patriotisme, c'est moi qui l'ai créé. Et ils sont venus 15 ans après que moi j'ai créé le Front des Alliances Patriotiques. Donc ce sont mes idées qu'ils pratiquent. C'est le mode d'accès que moi je ne veux pas entériner. Oui.
il y a de cela. Mais je ne veux pas qu'ils échouent. S'ils échouent, c'est nous tous qui échouons. Parce que l'échec du PASTEF signifie scinder le Sénégal en 2, en 3, en 4, en 5. Ah oui. Et peut-être qu'il n'y aura plus jamais de remembrement du Sénégal. C'est ça le fond du problème. Donc, si je vous comprends bien, il faut que tous se mettent autour du projet de PASTEF pour la réussite, sinon... Non, pas tous. Oui. L'opposition existera toujours et s'exprimera toujours. Mais il faut toujours savoir jusqu'où ne pas aller. Vous savez, moi j'ai soutenu publiquement Macky Sall, mais il n'était pas pour autant mon ami. Ça, tout le monde le sait. Il m'a fait des choses que je ne veux pas énumérer ici. Et je l'ai dit publiquement, j'ai dit il n'est pas bon pour moi, sur le plan personnel, mais il est bon pour le pays. Je le soutiens pour que cette bonté arrive aux citoyens. Donc, vous êtes un homme politique quand même qui est de l'opposition, mais qui est prêt à aider le pouvoir par pur patriotisme. Oui, occasionnellement, oui. Moi, je suis le créateur du patriotisme. Le patriotisme n'a jamais existé en tant que courant politique. Je l'ai créé. Donc, je n'apporterai rien aux socialistes, ni aux libéraux. Mais je suis prêt même à créer, je l'ai dit il y a longtemps, à créer un rassemblement patriotique. D'ailleurs, mon parti prévoit ça, feront des alliances patriotiques. Donc, s'il y a une alliance patriotique, je suis le fondateur, je suis le premier à tendre la main et à dire, mes enfants, venez, on va faire les choses comme ça. Le régime en place, êtes-vous rassuré par rapport aux actes qu'ils ont posés depuis qu'ils ont accédé au pouvoir? Non, mais je ne peux pas leur en vouloir parce que c'est encore des bleus, comme on dit à l'école. Vous n'êtes pas rassuré pour autant? Je ne suis pas rassuré parce qu'il y a un tâtonnement. Quand quelqu'un dit qu'on ferme les mines jusqu'en 2027, alors qu'on les a, est-ce que ça, il n'y a personne au monde qui fait ça? Ça, c'est du loufoque. Donc, ne me demandez pas de soutenir ça, d'encourager ça. Les gens font tout pour avoir des mines, et avoir des mines et encore les exploiter, c'est une chose. Et d'autre part, on dit nous fermer toutes les mines jusqu'en 2027. Ça, c'est loufoque. C'est une erreur que vous ne pouvez pas cautionner. Non, jamais. Jamais. Le Sénégal est trop pauvre pour se passer de ces mines d'or et extra. C'est comme lorsqu'on vient dire, alors, faire palabre pour le pétrole, vous savez, le pétrole sénégalais, oui, par rapport au pétrole saoudien, c'est 0,2%. Comparé à l'Arabie saoudite. C'est simple à comprendre. Le Sénégal produit 100 000, l'Arabie saoudite produit 13 millions. C'est-à-dire 130 fois 100 000. C'est-à-dire que le Sénégal ne reprend même pas 1%, même pas 0,5%, 0,2% de ce que produit seulement l'Arabie saoudite. Si maintenant vous prenez la production mondiale, alors ce sera 0,0,03. Avec aussi les contrats qui sont quand même très décriés par certains spécialistes sur l'exploitation et la production et l'exploitation. Est-ce que donc on peut compter sur ces ressources-là pour penser à un développement? Vous savez, dans ce domaine-là que j'ai connu, oui, parce que le public ne le sait pas, mais moi j'ai apporté du pétrole gratuit ici au Sénégal. Quand j'étais ministre avec Abdoulaye, j'ai apporté des bateaux de pétrole gratuitement pour le Sénégal. Je dis bien gratuitement, sans qu'on ait payé 1 franc. Donc moi je connais bien le domaine. Mais dans ce domaine, il y a une règle qui passe toujours, c'est qui perd gagne. Aujourd'hui, ça s'appelle de la vente promotionnelle. Quand vous créez un produit, avant qu'on le connaisse, vous le vendez à bas prix, vous le laissez avoir, soi-disant, jusqu'au moment où, c'est d'ailleurs ce que même Apple aujourd'hui avait fait ça, d'autres,
Donc, et après, quand vous avez... Parce qu'il y a du pétrole caché. Encore, au Sénégal? Oui. Disons que le Sénégal pourra pomper un jour jusqu'à 10 millions de barils jour. Mais, comme c'est un secret des grands pétroliers, c'est-à-dire des Américains, ils nous testent avec nos 100 000 barils. Si on crée des problèmes, ce pétrole-là, cette génération ne la verra pas. Ne verra pas ce pétrole. Or, si on arrive à 10 000 millions, même si on nous volait 500 000 barils jour, on ne le sentirait pas. Donc, c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire que qui perd gagne. Il faut qu'on accepte de perdre intelligemment pour gagner intelligemment. Donc, vous n'êtes pas pour la renégociation des contrats comme le prétendent certaines autorités? Ça ne rapporte rien. 700 millions de francs CFA. C'est combien de millions de dollars? 3 fois rien. Le dollar est à 600. Si c'est 600 millions, voilà, donc c'est trop peu. C'est insignifiant. C'est insignifiant ce que ça nous rapporte. Ça, mais si ça nous rapportait 100 fois plus, oui, on négocie et dur. Mais nous, on n'a rien. On n'a rien. Alors, il faut aussi qu'on parle d'un peu de votre passé. Vous avez été arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. Et qu'est-ce qui s'était passé justement? Oui, ça je l'ai écrit déjà dans un livre qui est édité chez l'Harmattan et qui s'appelle Le Marabout et le politique. Et une autre édition camerounaise qui s'appelle Ma vie. Donc je l'ai bien expliqué. Moi j'ai été une fois envoyé en Libye par le président Abdou Diouf. Quand je suis revenu, donc à la sortie de l'audience avec Kadhafi, son cousin qui était chargé des renseignements généraux me dit qu'il voudrait que je l'aide pour saboter la base française à Dakar. Quand je suis venu, j'ai rendu compte. C'était mon devoir parce que moi j'étais parti en mission pour le compte de l'État. Du Sénégal. Du Sénégal. Donc si on me dit des choses comme ça et que je ne dis rien, je deviens complice. Mon devoir est d'informer mon pays. Et j'ai informé mon pays. On m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je ne refuse pas, mais je vais voir. À mon arrivée, je vous dirai. Il me dit, s'il t'appelle, dis oui. D'accord. Et quand ils ont appelé, j'ai dit oui. Alors, ils m'ont dit de venir les rencontrer à Cotonou. Je les ai rencontrés à Cotonou. Et c'est ça l'histoire des armes libyennes? Oui, mais tout ça, en tout cas, ce n'était pas à l'insu de l'État. Ça aurait été grave si moi je complotais contre mon propre pays. Mais moi, je n'ai pas comploté contre mon pays. J'ai informé mon pays et mon pays m'a demandé d'accepter. Quand on est arrivé à Dakar, le pays était prêt pour recevoir ces gens-là, plutôt que d'entendre, de voir des explosions et tout ça, et chercher ces gens-là. Donc c'est ça, c'est aussi simple que ça. Vous faites partie aussi, vous avez joué un rôle dans la création du Parti démocratique sénégalais en 1974. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai connu Maître Wade en 1973. J'étais au Gabon, où j'ai dirigé le bureau d'études qui a créé les chemins de fer du Gabon. J'ai dirigé le bureau d'études, Groupe 5, dont j'étais représentant en Afrique centrale. Et nous avons travaillé sur ce dossier-là. Et donc, une fois, je suis venu au Sénégal et j'ai apporté à Maître Wade une affaire. Donc, on s'est connus la première fois. À l'occasion, on a sympathisé. Il est venu me trouver à Libreville et on a parlé politique. Il voulait être le patron du PS à Kébémer. Et je l'ai dissuadé. J'ai dit non. J'ai utilisé une phrase qui me reste encore en tête. Je lui ai dit, si lui, Senghor, il est Kiops, toi, tu es Mekerinos. Je lui ai dit, s'il est Kiops, tu es Mekerinos.
Ça veut dire quoi? S'il y a sa pyramide, tu n'as pas à la grimper. Tu dois faire une autre pyramide. Et quand il est venu, il a dit à sa femme, il lui a dit, mais celui-là, il est intéressant, il faut qu'on le voie. Alors, ils m'ont invité à manger chez eux. Et ça a commencé là-bas. Et donc, on a pris le chemin de créer le PDS. Il m'a fait savoir que le cabinet de Senghor cachait ses lettres au président. Il les bloquait, le président Senghor ne les voyait pas. Et il y a ensuite, en 1974, le sommet de Mogadiscio en Somalie, où Montalibé était le ministre des Affaires étrangères qui organisait. Et donc je lui ai dit, il va t'inviter. Il l'a invité parmi les experts. Et on s'est rencontrés à Mogadiscio. Moi, je résidais au Caire. Lui, il est venu via Paris. On s'est rencontrés là-bas. Je l'ai fait loger, je l'ai mis dans la délégation. Et j'ai fait que Senghor ne soit pas logé avec les autres chefs d'État qui résident avec leur cabinet, mais dans une résidence éloignée de plusieurs kilomètres. Et donc, je l'ai amené là-bas tôt le matin pour qu'il voie Senghor. Il était là seul avec son aide de camp, qui était le commandant Wan, à ne pas confondre avec le général Wan qui était avec Diouf. Alors, ce commandant Wan-là l'a informé, il me dit oui, il fait son sport, qu'on revienne dans 2 heures de temps. Donc, on est revenu et on a parlé et il a dit qu'il est d'accord. Pour la création du parti. Pour la création du parti. J'ai dit au président, ne lui dis pas, je vais créer un parti d'opposition, parce qu'il va refuser. Dis-lui que c'est pour la contribution. Un parti de contribution. C'est sorti de ma bouche. Ah oui. Wade est là. Je parle sous le contrôle de Wade. Oui, oui. Donc, ah oui, bon. Alors, il a dit tout de suite, passez-moi, j'en connais. C'était pas facile le téléphone. Et on n'a pas pu l'avoir. Alors, j'ai dit, attendez, j'arrive, je vais vous aider à l'avoir. Et je suis parti à la poste de Mogadiscio. Je suis rentré dans le quai des opérateurs et j'ai pris un opérateur qui a appelé Rome, Rome a appelé Paris, Paris a appelé Dakar. Et en fin de compte... Pour Jean Collin. Oui, pour Jean Collin, pour qu'il parle avec Senghor. Ouais. Parce qu'après, les gens peuvent le dissuader. Ouais. Jean Collin était le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, voilà. En ce moment-là, il est venu. Je suis venu, on a... Bon. Et puis, Collin a dit, bon, il n'a qu'à déposer 5 fondateurs, parce que Cheikh Anta a déposé 10 000 fondateurs. Or, pour chaque fondateur, il faut un enquêteur. Okay. Alors, ça peut prendre 10 ans. Prends 5, comme ça l'enquête prendra 3-4 jours et tu as ton récépissé. Et c'est comme ça ça se fait. Et c'est comme pourquoi il n'y a que 5 fondateurs. Ah, super. Alors, monsieur Niasse, mesdames et messieurs, docteur Ahmed Khalifa Niasse qui nous reçoit aujourd'hui dans l'émission Ultime Conviction. C'est toujours un plaisir de discuter avec lui parce qu'également c'est une bibliothèque qui est profitable à tous les Sénégalais. Avec toutes les relations que vous avez, toute l'expérience que vous avez, est-ce qu'on s'attend aujourd'hui à ce que ces gens-là puissent être mis en contribution pour qu'ils puissent participer au développement du pays, en passant par vous bien sûr? Oui. Moi, sur le plan privé, je fais ce que je veux. J'ai fondé ce village-là que vous avez traversé dans Dakar. De plus de 100, de plus de 100 hectares. Oui. J'ai fondé ce village il y a 50 ans exactement. Où tout ça, c'était le désert, il n'y avait rien. Tout ce que vous voyez, c'est ma main. Les arbres, tout, les puits, les logements, tout, sans exception. Donc ça, je l'ai fait personnellement. Je fais du social. Tous les jours que je fais à Kaolack, je fais nourrir 1000 personnes. Tous les jours que je fais. Et ça, vous pourrez le vérifier quand vous allez à Kaolack. Même sans moi, vous pouvez aller demander le Niassène Léona, vous venez. C'est la cuisine des pauvres, on le fait. Bon. Ça, c'est des choses que je peux faire. J'ai investi moi-même dans beaucoup de choses, notamment dans l'immobilier, un peu dans le tourisme, un peu dans autre chose. Mais tous ces problèmes dont j'entends parler, y compris du côté du FMI, je peux les régler. Je l'ai déjà réglé pour des pays que je peux citer, la Côte d'Ivoire, le Congo, le problème que l'Ouganda. Le FMI a cité là tout récemment par rapport à la gestion de l'État du Sénégal, vous pouvez le régler? Oui, c'est rien du tout. Mais comment? D'accord. Ça, c'est sans quoi je ne serais pas ministre. Quand je dis j'ai apporté du pétrole gratuit, donc je sais
Le pétrole, c'est une denrée qu'on paye. Si je n'arrive à faire qu'on ne la paye pas, c'est que je sais des choses que je ne dis pas que personne ne connaît, mais que beaucoup ne connaissent pas. Je connais mes... C'est un peu alarmant quand même les chiffres donnés par le FMI. Aujourd'hui, il prévoit même parfois un avenir un peu sombre. Je vais vous donner un exemple, mais en clair-obscur. Allez-y. Voilà. Nous avons fait du mal à un pays très puissant, y compris dans le cadre du FMI. Je ne vais pas vous laisser deviner. Oui. Je vais toujours mettre des caches. Et ce pays-là m'avait consulté pour voir si je lui conseille de parler au FMI. Parce que c'est un pays qui donne son argent au FMI et le FMI le redonne. Donc il suffit que son représentant au FMI dise le Sénégal c'est notre ami, il faut qu'il soit traité. Il y a un traitement A, il y a un traitement B, il y a un traitement C. C'est fini. Là, les choses qu'on demande, on ne les demande plus. On dit que tout est parfait. Et on donne. Et on peut doubler ce qu'on donne. Parce que aussi, il y a toujours des raccourcis. Dans le système. Oui, c'est un exemple que je donne. Exactement. Si moi, aujourd'hui, j'ai un DAT de 10 milliards à une banque Société Générale ou CBA ou B6, vous voulez un crédit de 50 millions, on vous demande des trucs. Si je parle au DG et je dis, celui-là c'est mon ami, c'est fini, il vous donne les 50 millions. Il n'y a pas une garantie écrite, mais il y a une garantie morale. Or, c'est cette garantie qui est la plus importante. Et que vous avez? Oui, parce que moi j'ai 10 milliards, j'ai 100 milliards. Vous voulez 50 millions, c'est rien. Parce que lui, même dans les bénéfices qu'il va avoir dans mon dépôt, il peut vous donner gratuitement les 50 millions. Et dans les pays, c'est comme ça. Ça marche comme ça aussi. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais ça peut marcher comme ça. Donc, le régime vous entend, et j'espère qu'ils viendront vous voir. Sinon, vous allez le faire, comme vous l'avez dit également, par pur patriotisme aussi, parce que le Sénégal en a besoin quand même. Oui, mais je ne peux pas le dire. Moi, je ne peux pas parler au nom de l'État si l'État ne m'a pas mandaté. C'est vrai. Moi, mon carnet d'adresse peut servir à l'État, mais je ne peux pas l'imposer à l'État. C'est vrai. Alors, on arrive à la dernière partie de l'émission. On va parler, le cadre, selon des sources. Cette salle-là, bien sûr, s'appelle la salle multifonctionnelle Sidi Lamine Niasse, c'est ça? Oui. Paix à son âme, votre jeune frère. Aujourd'hui, il est décédé depuis quelques années. Il a laissé ici un groupe de presse qui s'appelle le groupe Walfadjri, qui parfois également traverse une crise. Est-ce qu'aujourd'hui, Ahmed Khalifa Niasse est dans la politique d'orientation de cette boîte-là pour que ça ne... Non, évidemment, cette boîte ne touchera jamais le sol. Sera toujours debout. Cheikh est mon fils, sa mère était là tout à l'heure, lui-même était là entière. Toujours, on se parle dans le cadre familial, mes enfants sont chez lui, chez Sidi Lamine, la famille de Sidi Lamine est là, tout le temps. Même son fils Ahmed était là tout à l'heure, je crois qu'il vous a vu. La salle, vous êtes dedans, c'est cette salle-là. C'est ça? Oui, c'est cette salle-là. Et ce boulevard-là, cette avenue, je vais la goudronner de ma propre poche pour qu'elle porte aussi le boulevard de Sidi Lamine Niasse. Et je suis en train de faire la même chose à Kaolack. Donc, oui, ça je le fais. Vous le faites par devoir de mémoire? Comment? Non? Vous le faites par devoir? Ah oui, parce que moi, mon seul frère de même père et même mère, c'est Sidi Lamine. Je n'en ai pas d'autres. J'ai des frères de même père, mais de même père et même mère, seul Sidi Lamine est mon frère. Et je suis d'un peu moins de 5 ans, son aîné. Même si les relations étaient un peu... Non, les relations, c'est toutes les relations fraternelles, y compris entre les prophètes, Moïse et son frère, mais la fraternité, personne ne peut l'effacer. C'est vrai. Quelquefois on s'entend, même avec sa propre épouse, quelquefois on ne s'entend pas,
quelquefois c'est son fils, quelquefois son papa. Ça, c'est les choses familiales, les choses humaines. Voilà. Beaucoup de Sénégalais, en tout cas, se demandent est-ce que le groupe Walfadjri ne va pas, parce qu'avec cette pression fiscale-là qui est exercée sur le groupe de presse... Je dis non. Je dis non. Ceux qui s'attendent à voir Walfadjri par terre ne le verront pas par terre. Il sera le premier groupe privé du Sénégal et pour très longtemps. Il y a des investissements que vous prévoyez pour la boîte dans un avenir proche? S'il le faut, oui. Je suis prêt à tout pour que Walfadjri demeure Walfadjri. À tout. Vous avez soulevé des questions à polémique au Sénégal sur le mariage temporaire, sur certaines pratiques faites donc dans des relations intimes dans des familles. Ça a animé des débats, ça a donné aussi l'occasion de beaucoup d'éléments, comme je les appelle, même si vous ne les reconnaissez pas comme ainsi, également de donner leur avis. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous avez atteint l'objectif que vous cherchiez? Oui. Oui. C'était quoi l'objectif? Oui, parce que, vous savez, je ne me compare pas à Einstein, mais prenez Einstein. Même des savants ont essayé de le poignarder. Vous connaissez l'histoire d'Einstein? Oui. Il était contesté partout. Mais ce n'est pas un problème. Moi, quand vous parlez et que vous êtes contesté, que tout le monde n'est pas d'accord, c'est peut-être ça, la bonne voie. Mais si on veut que tout le monde applaudisse, ça c'est simple. Il suffit de chanter comme Youssou N'Dour ou comme Wally Seck ou comme John Seck. Et puis tout le monde est d'accord. Ces gens-là n'ont pas d'opposants. Parce qu'ils cherchent qu'à faire plaisir aux gens. Mais au Sénégal, le problème est que ils pensent que dans la vie, il y a une partie qui est sacrée et que tout le reste est satanique, y compris les relations intimes. Or, en islam, les relations intimes sont plus sacrées que le sacré. Quand on a demandé au prophète, qu'est-ce que vous aimez le plus? Il a cité 3 choses en commençant par la femme. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Il dit la femme. Les parfums. Mais ce qui m'attire le plus, c'est la prière. Mais il les a mis en ordre. Voilà. Dans le même contexte. Prier ou être avec sa femme. Ici au Sénégal, non. La femme, c'est satanique, c'est pas Dieu, c'est pas vrai. J'ai dit quand les gens utilisent les relations buccales, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur bouche dans leurs relations. Oui. Alors les gens, non, ça c'est sale, ça c'est des... J'ai dit, mais les prophètes sont passés par là. C'est le passage naturel des prophètes, des personnes saintes. Et vous voulez sataniser ça. Donc ça touche votre credo. Si là, par là où sont passés les prophètes, que là-bas c'est satanique. Donc les prophètes ne seraient pas saints, ni les hommes saints. En islam, même quand vous mangez votre thiéboudienne, et que ce soit de source licite, c'est plus que la prière. On vous annote pour plus que la prière. Quand vous avez une relation avec votre femme, on vous annote plus que le djihad. Que si vous avez fait le djihad, plus que ça. Je pensais que vous alliez un peu mettre de l'eau dans votre bissap avec toute cette tollée que cette déclaration a fait lors du Gamou. Mais vous confirmez toujours ces dires-là. C'est-à-dire les dires-là sur ces relations. Oui, c'est que moi je voudrais, parce que vous savez, ça crée une psychopathie sociale. Quand vous pensez que quand vous rentrez aux toilettes, que là-bas c'est Satan qui réside là-bas, c'est pas vrai. Un jour, une personne est venue voir Bagnès, j'étais à côté de lui, parce que c'est lui qui m'a élevé. Il lui dit, moi j'ai commis un grand péché, parce que je suis rentré dans les toilettes, et à un moment donné, quand les gaz fuyaient, alors, sans le vouloir, j'ai évoqué le nom d'Allah. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu me pardonne? Alors, Bagnès a souri, il souriait beaucoup. Il lui a dit, si là-bas où tu as évoqué Dieu, Dieu n'est pas. Alors,
tu ne pourras jamais expier. Mais s'il y était, tu l'as cité là où il était. C'est ça l'approche différente. Donc une approche différente. Oui, oui. Il y a certains aussi qui font des rapprochements, qualifiant les propos que vous avez tenus très proches, sinon même similaires aux propos tenus par Cheikh Omar Diagne, tout récemment, sur les guides religieux, mais également sur les signes maçonniques dans certains lieux de culte. Moi et beaucoup de psy sont d'accord avec moi. Quand vous voyez son visage, vous voyez que c'est un psychopathe. Qui ça? Cheikh Omar Diagne? Oui. C'est un psychopathe? C'est un psychopathe. Il a subi des violences pas très amènes pendant son enfance. Et maintenant, il voudrait, parce qu'il les a subis de la part de gens qui sont des symboles de la société. Et depuis, il fait la guerre contre ces gens-là, dont les apparences attirent, qui sont même les symboles de la spiritualité. Il se réclame Niassène aussi. Oui, mais un faux Niassène. Un Niassène qui insulte l'imam, qui insulte les enfants de Bagnès. C'est pas vrai. Il n'a de Bagnès que la photo qu'il a affichée pour attirer le regard sur lui. Mais il n'est pas de Bagnès. Moi, j'ai assez d'autorité pour dire si quelqu'un est de Bagnès ou n'est pas de Bagnès. Il n'est pas de Bagnès. Même s'il s'en réclame. Il n'est pas de Bagnès. Ces propos, donc, vous les jugez comme... Oui, c'est des propos égoïstes qui cherchent, vous savez, le moi est au centre de tout ce qu'il dit, se mettre en valeur. Bon, je lui ai montré noir sur blanc. J'ai dit, la franc-maçonnerie, l'origine la plus ancienne connue, c'est Ikhwan Safa. Il ne connaît pas la pensée d'Ikhwan Safa. Il a dit, non, ça ne vient pas d'Ahlou Safa. Ahlou Safa n'existe pas. Mais j'ai publié la pensée d'Ikhwan Safa, donc qui était une société secrète, mais de société secrète savante. Les gens écrivaient des lettres, ils les publiaient, ils sont compilés. Ils sont disponibles en français, en anglais, en arabe. Ils sont sur Internet. Il suffit de dire les correspondances des frères de la pureté. Ça fait, il a confondu les frères de la pureté avec les gens de la pureté. Okay. Peut-être c'est la dernière question. Aujourd'hui, les maisons, les familles religieuses au Sénégal ne sont-elles pas exposées à cette invention maçonnique? La franc-maçonnerie existe depuis des siècles. Oui. Et de nos jours aujourd'hui au Sénégal. D'accord, mais elle existe depuis des siècles. Des siècles. Ce n'est pas une nouvelle invention. Les plus récents les ramènent au temps des Templiers. C'est-à-dire aux guerres des croisades. Mais depuis l'essence, l'islam a-t-il avancé ou a reculé? Ils sont là pour combattre l'islam. Rien que dans ce siècle débutant, qui a fait son quart de tour, l'islam est passé de 1,5 milliard à 2 milliards. L'invention est là, mais comme l'islam va continuer. Voilà, c'est-à-dire que c'est qu'au marché et qu'on dit oui, j'ai eu des bestioles, alors les bestioles sont dangereux. C'est quoi? Passez votre chemin. La franc-maçonnerie ne peut rien enlever à l'islam. Au contraire, beaucoup de grands... par exemple, je vous donne un exemple. Oui. Les frères musulmans, c'est une loge maçonnique. En Égypte. En Égypte et partout dans le monde. Ils sont les plus forts dans tous les... Et leur loge, ils font des tentes dans la rue. Ils font là-bas leur loge. Les gens, ils viennent rentrer, ils sortent. Il y a beaucoup de rois qui... C'est vrai qu'au Sénégal, on est un peu à part. On fait des choses. Les gens gèrent leur homophobie ailleurs. Ils gèrent leur maçonnerie ailleurs, etc., etc. Ici, tout est... Et puis après, on n'en parle plus. C'est tout. Un gars, il se réveille. Oui, pourquoi?
Depuis ceux qui sont aujourd'hui nos ancêtres, nos grands-parents. Oui. Mon grand-père Aladji Abdoulaye Niasse, Serigne Bamba, Aladji Malik, etc. Pourquoi personne parmi eux n'a parlé de maçonnerie? Alors qu'elle les a précédés. Et ils savaient aussi de l'existence. Oui, évidemment. Pourquoi Baye Niasse n'en a jamais parlé? Pourquoi Serigne Abdou en a parlé très peu? C'est que les gens sont venus, lui ont dit si, il a répété ce qu'on lui a dit, tout en lui disant que c'est un endroit où on pratique de l'homosexualité. Oui. Alors qu'il n'y entre que des octogénaires. Le titre de docteur honoris causa, vous l'avez acquis. Oui. C'est quand même une des rares fois qu'un guide religieux acquiert ce titre-là. Ça vous a été rendu au nom du service rendu pour la communauté? Non, pour mes écrits. Okay. Pour les livres que j'ai écrits. J'ai écrit au moins une dizaine de livres et à partir de la semaine prochaine, je vais donner la date à laquelle je vais sortir 2 nouveaux livres. Sur toujours... oui, autour de beaucoup de choses, des différents thèmes que j'aborde. Les titres des livres, on peut les avoir? Oui, il y en a beaucoup. J'ai écrit... Ceux qui vont paraître, je veux dire. Oui, j'ai déjà fait Dynamique du Wolof, le Djolfo, la presse centrale du français, où j'ai sorti les 1500 mots français que le Wolof utilise. J'ai eu l'influence de la langue arabe et de l'islam sur la langue Wolof. Donc, j'ai écrit oui, les 2 là qui viennent. Tout à l'heure, je vais parler à l'éditeur. D'accord. Parce que je ne sais pas, on avait 3 titres, lesquels on a choisi. Okay. Et maintenant, tous les 3 mois, je vais sortir au moins un livre. Ces livres sont déjà écrits. Tous les 3 mois, vous sortez un livre? Je sors un livre. Merci beaucoup, Dr Ahmed Khalifa Niasse. Je vous en prie. C'est un plaisir d'échanger avec vous dans l'émission Ultime Conviction. Merci, c'est ça. Mesdames et messieurs, vous également, un grand merci. C'était un cadeau d'échanger aujourd'hui avec Dr Ahmed Khalifa Niasse, ici dans son résidence. Vous également, un grand merci, fidèle à cette émission Ultime Conviction sur CNews. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission préférée, Ultime Conviction.